Bonjour. Donc alors, nous allons étudier aujourd'hui les transformations de l'Europe pendant la guerre de la première coalition, qui est donc la première guerre menée dans la période de la Révolution française. C'est la guerre qui débute en 1792 et qui s'achève en 1797. Et au cours de cette guerre, il y a eu beaucoup de transformation alors territoriale de la France et de l'Europe. La France, elle a réalisé quelques conquêtes, mais il y a eu aussi des transformations politiques de certains États européens et qui sont provoquées par ces guerres, par cette guerre donc de la première coalition. Donc nous allons étudier ces transformations et nous allons aussi, surtout voir, étudier, alors non seulement les modalités, mais les raisons de cette transformation. Comment se fait-il que ces transformations se sont réalisées? Alors, cette question, elle est d'autant plus importante que les, euh, les zones qui ont été conquises par la France et les espaces qui ont été transformés politiquement, bon, par exemple, euh, les provinces-unies deviennent une république qui s'appelle la République de Batave. Alors, pourquoi ces espaces ont-ils été conquis ou transformés alors que justement c'était des espaces qui depuis longtemps étaient attaqués par la France. Par exemple, la France, elle a conquis la Belgique et ça faisait euh, longtemps et même depuis plus d'un siècle que la France, elle s'engageait dans cet espace. Bon, par exemple, on le verra, il y a en 1794 une bataille qui est la bataille de Fleurus. Eh bien, ce n'est pas la première fois qu'il y a une bataille qui est menée à Fleurus. Il y en avait eu, par exemple, il y avait eu une bataille de Fleurus en 1690. Autre exemple, il y a en fin 1794, le début du siège de Maastricht, eh bien là, ce n'est pas la première fois que la France fait un siège à Maastricht. Il y en avait eu un en 1748, il y en avait eu un en 1673, c'est là que D'Artagnan était mort. Et donc, là, les actions guerrières qui sont menées pendant la Révolution française, eh bien, elles ont quand même une très longue durée, mais nous allons voir comment se fait-il que la France, qui s'était engagée pendant très longtemps dans des espaces frontaliers, l'espace du Rhin, l'espace de la Flandre, bon, et puis il y a même aussi la frontière avec l'Espagne et puis aussi la frontière des Alpes. Bon, et ça, ce sont des espaces qui ont été souvent soumis à la guerre. Et comment se fait-il que cette fois, la France, elle arrive à en conquérir beaucoup et à en transformer certains politiquement? Eh bien, on va le voir, c'est parce qu'il y a un système de guerre qui est très efficace. Et ce système de guerre, on va le voir, il est très fondé sur un régime de mobilité. Donc maintenant, nous allons entrer en partage d'écran et là, je vais vous montrer donc les illustrations du PowerPoint. Donc voilà. Donc là, ce partage d'écran, vous le, je pense que maintenant vous le voyez. Alors, euh, alors donc, nous allons commencer en étudiant donc la première partie qui est d'abord, nous allons voir comment se met en place un système de guerre. Alors, à partir de 1794, parce que donc cette guerre de la première coalition, on l'a déjà étudiée dans la période du début, hein, en 1792-1793, et là, on va se concentrer sur la période 1794-1797. Alors,
Donc, là, on va voir qu'il y a un régime de mobilité qui s'implante. Et ce régime de mobilité, eh bien, on va le voir dans la première partie, il est lié quand même à la défense du territoire national. C'est-à-dire que c'est ça le paradoxe, c'est que la conquête, la stratégie de conquête de la France, qu'on étudiera notamment dans la deuxième partie, eh bien, elle a été alimentée par la stratégie de défense. Donc, c'est la défense qui a alimenté l'offensive. Ça, c'est un paradoxe. Et puis, nous verrons ensuite dans la troisième partie que la campagne d'Italie, eh bien, elle crée, elle s'appuie elle aussi sur un régime de mobilité, mais elle crée un nouveau régime de mobilité. Et donc, la campagne d'Italie n'est pas vraiment la continuation du régime de mobilité qui s'était implanté à partir de 1794, mais c'est vraiment un élément de rupture. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que on a plutôt tendance à considérer généralement dans l'historiographie que cette campagne d'Italie, elle fait partie de ce qu'on appelle les guerres napoléoniennes. Alors, c'est vrai parce que c'est Bonaparte qui a dirigé cette campagne, mais aussi parce que elle s'appuie sur un régime un peu différent du régime de la guerre de la Révolution avant cette période. Alors, commençons donc maintenant l'étude de la défense mobile du territoire. Alors, ce qui crée ce régime, c'est le système qui a été élaboré par Carnot le 2 février 1794. Alors, Carnot, c'est un ingénieur du corps du génie et il est devenu membre du comité de salut public. Le comité de salut public, au début de 1794, eh bien, justement, il prend une véritable fonction de gouvernement, alors que auparavant, le comité de salut public n'avait pas une fonction de gouvernement. Par exemple, dans le comité de salut public, ses membres, c'était des députés de la Convention et ils n'avaient pas une fonction ministérielle. Ils n'étaient pas ministres. Et notamment, dans le domaine de la guerre, d'ailleurs, même en février 1994, il y avait toujours un ministre de la guerre, mais qui n'était pas membre du comité de salut public. Alors, le ministère de la guerre, il sera supprimé en avril 1994, et alors Carnot, qui s'occupe au sein du comité de salut public, qui s'occupe de la guerre. Alors, il n'a pas une fonction de ministre, mais je dirais qu'il a plutôt une fonction de chef d'état-major général. C'est lui qui gère la pratique de la guerre. Maintenant, ce n'est pas lui qui, en février 1994, gère l'administration du phénomène militaire. Alors, après, quand il y aura la suppression du ministère en avril, eh bien, Carnot, alors, il ne va pas avoir le titre de ministre de la guerre, mais en réalité, il aura cette fonction. Mais donc, le comité de salut public s'impose progressivement à partir du début 1794 comme un véritable gouvernement. Et donc, c'est lui, mais surtout, même avant de devenir un véritable gouvernement, dans le domaine militaire, c'est le comité de salut public qui gère les pratiques de la guerre. Alors, c'est donc ce que fait Carnot, il élabore un système de guerre. Alors, ce système de guerre, voilà ce qu'il évoque dans ce système. Il dit « Toutes les armées de la République devront agir offensivement. » Alors, non pas partout avec la même étendue de moyens, les coups décisifs devront être portés sur 2 ou 3 points seulement. Alors, premier commentaire de ce début du système de Carnot. Ce que dit Carnot, c'est que, donc, comme la République française, elle est confrontée à une coalition
c'est ce qu'on appelle la première coalition, eh bien, une coalition qui est quasiment totalement européenne. Il y a la Grande-Bretagne, il y a la Prusse, il y a l'Autriche, il y a l'Espagne, et puis des États italiens. Donc, la France, elle est quasiment confrontée à la quasi-totalité de l'Europe, et donc ça veut donc dire que toutes ces frontières sont menacées. La France, elle est menacée au nord, à l'est, au sud-est et au sud. Alors, comme le dit Carnot, il faut répartir les armées de la République sur toutes les frontières. Mais il dit justement que il ne faut pas les répartir de la même façon, c'est-à-dire que il y a un certain nombre, c'est ce qu'il appelle les coups décisifs. Carnot dit que bon, il faut répartir toutes les armées sur toutes les frontières parce que bon, il faut défendre la France, elle peut être attaquée de tous les côtés. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit et je le précise, il y a aussi un risque d'être attaqué sur les frontières côtières par la puissance navale de la Grande-Bretagne. Donc, la France, elle est menacée sur la totalité de ses frontières. Donc, il faut donc placer des troupes partout. Mais Carnot dit qu'il faut que ces troupes, malgré tout, si elles sont réparties sur toutes les frontières, il faut les concentrer sur 2 ou 3 points seulement, parce que c'est là qu'il y aura des actions plus intenses. Donc, quelle est la conséquence? Ça veut donc dire qu'il faut, comme les armées sont réparties sur toutes les frontières, eh bien, il faut qu'elles se mobilisent, qu'elles se déplacent pour se concentrer dans certains endroits, donc dans 2 ou 3 points, comme le dit Carnot. Donc, et puis, ces 2 ou 3 points, ils peuvent varier. C'est-à-dire que si, par exemple, euh, les 2 ou 3 points se concentrent au nord et à l'est, et si à un moment l'Espagne pénètre sur le territoire national, eh bien à ce moment-là, il faudra aussi concentrer des armées face à l'Espagne. Donc il faudra là augmenter le nombre de points. Alors là, ce que dit Carnot, c'est que toutes les armées de la République devront agir offensivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour défendre la France, il faut se pénétrer dans le territoire étranger, dans les territoires adverses, pour justement que les adversaires de la France ne puissent pas faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et donc, c'est comme la France va pénétrer sur le territoire, sur les territoires étrangers, eh bien, les armées ennemies étrangères vont donc devoir se concentrer et donc face aux armées françaises. Donc, l'offensive, c'est son principal objectif, c'est la défense de la France. Et ce régime s'appuie sur un système de mobilité. Comme toutes les armées sont réparties sur toutes les frontières, il faut les concentrer sur 2 ou 3 points, et donc il faut qu'elles soient mobiles pour pouvoir se concentrer. Et éventuellement, s'il y a quand même, comme je l'ai dit, s'il y a une action de pénétration sur le territoire français par les ennemis, il faut aussi pouvoir déplacer les armées françaises. Eh bien, ce système, il avait pris d'ailleurs, il avait été alors, il n'avait pas été vraiment systématisé, mais son principe avait été élaboré en 1793 par la formulation du principe de guerre de masse. Qu'est-ce que c'est que la guerre de masse? C'est gérer les masses de l'armée, c'est-à-dire gérer
l'effectif militaire et pouvoir concentrer ces effectifs sur certains points. Et donc la guerre de masse, ça ne veut pas dire projeter des masses énormes partout, c'est en fait concentrer des masses d'hommes sur, comme le dit Carnot, 2 ou 3 points, sur un certain nombre de points. Donc ça veut dire que la guerre de masse, c'est gérer les effectifs militaires. Et alors, cette guerre de masse, elle s'appuie beaucoup sur le critère de l'effectif. Alors, comme l'a d'ailleurs précisé Carnot dans son système, il dit que en fait, la France, elle est confrontée à une coalition qui est beaucoup plus importante, qui a beaucoup plus de ressources que la France, puisque si on fait la somme de tous les effectifs militaires prussiens, britanniques, autrichiens, etc., ça fait beaucoup plus d'effectifs que l'armée française. Mais ce que veut faire Carnot, c'est dire que la France, elle est inférieure numériquement à l'échelle stratégique à la coalition, mais il faut donc qu'elle puisse concentrer ses hommes sur certains points et à ce moment-là, faire des campagnes ou livrer des batailles en supériorité numérique, c'est-à-dire concentrer plus d'hommes que l'armée ennemie sur certains points, alors que de façon globale, les effectifs français sont inférieurs. Mais en concentrant les hommes, les effectifs peuvent être supérieurs sur un point particulier. C'est ça qu'on appelle vraiment la guerre des masses, c'est vraiment gérer les effectifs. Alors là, vous le voyez, alors, Grimoire, c'était un général. D'ailleurs, il avait été nommé général sous l'Ancien Régime et il est devenu général sous la Révolution. Et ensuite, mais par ailleurs, c'était aussi un théoricien de la guerre. Et il a fait en 1808, il a publié en 1808 un ouvrage qui était un bilan le tableau historique de la guerre et de la Révolution de France. Donc, il avait fait un bilan des guerres révolutionnaires et il dit, et c'est lui, par exemple, qui avait fait l'évaluation des effectifs. Alors, vous voyez, ce qu'il montre, c'est que l'effectif, il est alors très important en 1794, ça avait été la conséquence de la levée en masse. Vous voyez, 749 545 hommes. Alors, le critère que donne là Grimoire, c'est qu'une armée, elle peut avoir un impact sur quand même la vie économique et aussi la vie démographique d'une nation si elle représente 20 000 hommes de troupes par million d'habitants, c'est-à-dire 2%. Eh bien là, en septembre 1994, l'armée française, elle fait plus que 2% de la population, mais à partir d'avril 1995, alors, en avril 1995, elle est à peu près justement à 2%, et après, en octobre 1995 et en août 1996, eh bien là, l'effectif militaire français, il devient inférieur à 2%. Et d'ailleurs, regardez, en octobre 1995, l'armée française, c'est 440 000 hommes. Et alors, donc, c'est moins que sous le règne de Louis XIV. Et puis, sous le règne de Louis XIV, la population française, c'était 20 ou 21 millions d'habitants, alors que sous la Révolution française, la population française, c'était 26 au début, et puis à la fin, ça devient 28 millions d'habitants. Et donc là, non seulement l'armée, elle est en infériorité numérique que sous le règne de Louis XIV, mais en plus, alors que la population, elle est par ailleurs plus importante. Donc, la proportion de l'armée par rapport à la population, elle devient très inférieure à ce qui était sous le règne de Louis XIV.
Donc, vous voyez que ça, c'est vraiment la grande caractéristique du système de Carnot, c'est gérer les effectifs militaires, mais qui ne prennent pas une valeur justement massive. La notion de guerre de masse, ça ne veut pas dire créer une armée massive et provoquer cette masse partout. Non, la notion de guerre de masse, c'est gérer les effectifs et faire en sorte que la masse globale, mais qui n'est pas massive, eh bien, puisse se concentrer sur certains points. Alors, les points sur lesquels ça va être concentré, là, c'est surtout le nord-est. Donc là, c'est ce que vous voyez. Hein, alors là, en bleu, c'est la répartition des armées françaises et les places fortes tenues par la France. Et en rouge, c'est la répartition. Alors, surtout, là, c'est principalement l'armée autrichienne, hein, parce que là, on est dans le territoire de la Belgique. Et alors, qui s'appelle encore à cette époque les Pays-Bas autrichiens. Alors, il y a aussi une petite partie prussienne, mais c'est surtout quand même l'armée autrichienne qui défend cet espace. Eh bien, là, c'est un phénomène très important parce que là, non seulement euh, cet espace, on va le voir, il est, euh, il est séducteur. Ça fait longtemps que la France s'engage dans cet espace, mais c'est aussi un espace à partir duquel il peut y avoir une pénétration sur le territoire français, parce que là, hein, il n'y a pas de protection de l'espace, il n'y a pas il n'y a pas un grand fleuve, il n'y a pas de montagne, etc. Là, ce territoire, il est quand même géographiquement facile à pénétrer. Alors géographiquement, mais la seule chose qui est censée empêcher la pénétration des ennemis sur ce territoire, c'est les places fortes, mais ce n'est pas la géographie. Donc, là, vous le voyez, il y a quand même une présence forte de l'armée ennemie et une présence forte de l'armée française, et c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui vont se concentrer. Alors, ce qui va se passer, c'est que, on va le voir, la France va s'engager quand même d'abord beaucoup dans, comme je l'ai dit, dans un système de défense. Hein. Là, l'offensive que Carnot a évoquée, elle a un objectif qui est plutôt défensif. Et donc, finalement, les principales actions guerrières qui vont avoir lieu surtout en 1794, donc là, au début de l'application du système de Carnot, ça va être des sièges, ça ne va pas tellement être des batailles. Alors, des sièges, par exemple, vous voyez ce que dit Carnot dans une lettre. Pardon, alors, ça, ce n'est pas encore la lettre, on la verra tout à l'heure, la lettre qu'il va envoyer en juillet 1794. Là, c'est ce que Carnot il avait écrit en 1784. Carnot, il avait dit que, alors, voyez, là, je l'ai mis en italique, hein, c'est moi qui l'ai mis en italique, hein, cette phrase, il dit « Considérer l'État entier comme une grande place forte ». Ça veut donc dire que Carnot, bien, c'est exactement le fondement du système qu'il a créé en 1794. Là, vraiment, j'ai tendance à le dire, le système de 1794, c'est l'application du principe qu'il avait formulé en 1784 dans son livre qui s'intitule Éloge de Monsieur le maréchal de Vauban. Eh bien, il dit qu'il faut défendre tout le territoire national comme si tout le territoire national, c'était une place forte. Et donc, ça veut dire ce qu'il a dit, ce qu'il a fait en 94, ça veut donc dire qu'il faut répartir toutes les forces armées sur tout l'espace national, sur toutes les frontières, considérer donc l'espace national comme une place forte. Mais après, quand on défend une place forte, parfois, quand l'ennemi se concentre sur une partie de la fortification, eh bien, il faut concentrer
hein, la garnison sur l'espace qui est attaqué par l'ennemi. Bien, c'est exactement ce qui se passe, hein, pendant la période de 1794 à l'échelle du territoire national. Alors, justement, il y avait eu quand même une pénétration ennemie euh, sur le territoire national. Alors là, on va le voir, vous le voyez, là, ces flèches jaunes, elles montrent les villes qui sont les places fortes, qui sont des places fortes françaises, qui avaient été conquises par l'armée ennemie. Vous voyez la ville de Condé, la ville de Valenciennes et la ville le Quesnoy. Alors, vous le voyez en bas, il y a une autre flèche jaune qui désigne une autre ville qui est la ville de Landrecies. Eh bien, là, cette carte, elle représente la situation de la position des armées au début de l'année 94, alors que la ville de Landrecies, elle a été prise par les ennemis au printemps 94. Donc, en fait, là, elle devrait être rouge, hein, cette ville, parce que au printemps 94, elle n'est plus tenue par la France, mais c'est quand même une ville française. Donc là, ça va être les 4 principaux sièges. Et donc là, ce que dit Carnot en juillet 94, ce que nous avons le plus à cœur, c'est l'évacuation du territoire de la République. La raison et l'opinion le veulent ainsi, et nos succès ne seront que précaires jusqu'à la consommation de ce grand événement. Donc, il dit que l'objectif principal, l'objectif stratégique, c'est l'évacuation du territoire de la République, c'est-à-dire rejeter les troupes ennemies qui s'étaient pénétrées sur le territoire de la République. Et donc, le principal objectif du système de Carnot qu'il avait élaboré le 2 février, c'est quand même de libérer les villes qui avaient été prises par les ennemis. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer. Les 4 villes qui avaient été prises par les ennemis, eh bien, elles vont être libérées, elles vont être reprises par la France pendant l'été 94, en juillet, août. Donc Condé, Valenciennes, Le Quesnoy et Landrecies vont être reconquises. Et donc, qu'est-ce qui permet de prendre ces villes? C'est que justement, comme il y a un régime de mobilité des troupes, eh bien, les troupes sont très mobiles et donc elles peuvent se concentrer sur certains événements, et notamment elles se sont concentrées, elles se sont regroupées pour faire ces sièges, et ces sièges ont été menés de façon très efficace. Donc finalement, vous le voyez que le système de défense de la France, il s'appuie sur un régime de mobilité. Alors, ce régime de mobilité, il s'appuie également sur l'organisation de l'arme du génie. C'est alors le génie. Le génie, jusqu'en 1793, qu'est-ce que c'était? Le génie, c'était une arme, mais qui était composée uniquement par des ingénieurs. Il n'y avait pas de troupes du génie, il n'y avait que les ingénieurs, c'était seulement eux qui faisaient le génie. Alors, ce qui s'est passé en 93, c'est qu'il y a eu la création d'une troupe, c'est-à-dire qu'il y a eu l'affectation de soldats au corps du génie. Donc désormais, à partir de 93, le génie, ça n'est plus seulement des ingénieurs, mais c'est des soldats. Alors, ces soldats, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, là, ça avait été imaginé en 1790 par un ingénieur du génie qui s'appelait Jean-Xavier Bureau de Puzy, qui avait été aussi d'ailleurs président de l'Assemblée nationale constituante. Eh bien, il dit qu'après avoir reconnu le terrain sur lequel les troupes doivent agir, pour les mouvoir, il faut ouvrir leur marche, il faut percer les forêts,
consolider ou même combler des parties marécageuses, bon, etc. Faire ou préparer des chemins, construire des ponts. Eh bien ça, c'est ça définit la nouvelle fonction du génie. Parce qu'auparavant, le génie, à quoi il servait? Qu'est-ce qu'il faisait? Bien, auparavant, le génie, ce qu'il faisait, c'était surtout faire de la guerre de siège. Et c'était les ingénieurs du génie. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les ingénieurs du génie? Ils faisaient la guerre de siège. Eh bien, là, ce que dit Jean-Xavier Bureau-Puzy, et c'est ce que va organiser les réformes de 1793, c'est que le génie va prendre une nouvelle fonction, c'est la fonction de mobilité. C'est pas seulement faire des sièges, mais c'est aussi gérer la mobilité. Et donc là, comme le dit cette citation, faire ou réparer des chemins, construire des ponts, quelquefois les couvrir du texte. Par exemple, là, vous voyez, il y a une instruction qui applique exactement cette idée, le premier prairial en deux, donc au début de l'été 1794. Eh bien, chaque colonne alors là, c'est l'organisation, c'est l'application du système de Carnot. Comment gérer le déplacement des troupes qui sont organisées, là, comme on le dit, en colonnes. Chaque colonne sera précédée d'un bataillon d'infanterie légère. À sa suite marcheront immédiatement les travailleurs qui faciliteront le passage de l'artillerie et ouvriront les communications. Et donc, ces travailleurs, c'est les troupes du génie. Le génie doit préparer comme les routes, les ponts, etc. Donc, vous le voyez que le génie contribue au système de mobilité. Désormais, le génie ne sert plus seulement à faire des sièges, mais aussi à préparer le déplacement d'une armée. Et donc, il y a un régime de mobilité qui va permettre, on l'a vu, la défense de la France, mais maintenant, on va le voir, ce qui va permettre aussi, c'est la dimension offensive. Alors, offensive qui vise quoi? Alors là, je recite à nouveau le système de Carnot. Carnot précise, définit les espaces dans lesquels il va falloir s'investir. Alors, par exemple, la barrière du Rhin. Alors, ça fait longtemps qu'il y avait eu des combats et des campagnes qui s'étaient menées autour du Rhin. Alors, d'ailleurs, la barrière du Rhin, vous voyez, le Rhin, il est défini comme une barrière et même, alors, le Rhin, il a une valeur de frontière en Alsace, mais après, vers le nord, le Rhin n'est pas une frontière française. Eh bien, justement, là, ce que dit Carnot, c'est que il faut en fait considérer le Rhin comme une barrière, c'est-à-dire conquérir tous les espaces de la rive gauche du Rhin. En gros, c'est l'idée que toute la partie qui est la rive gauche du Rhin doit être française. Alors bon, alors que là, il y a quand même une grande partie de la rive gauche du Rhin qui est allemande, alors, et qui appartient soit en partie à la Prusse, soit à l'Autriche. Et donc, en fait, si il faut faire du Rhin une barrière, c'est-à-dire du Rhin une frontière, comme c'est le cas en Alsace, mais comme ça pourrait être le cas jusque à l'estuaire du Rhin, dans la mer du Nord, eh bien, là, à ce moment-là, il faut conquérir toute la rive gauche du Rhin. Alors, ça, c'est un objectif important. Alors, par ailleurs, il y a aussi, comme le dit Carnot, la chaîne des Alpes qui vient après le cours du Rhin. Alors, la chaîne des Alpes, c'est aussi une barrière parce que, ces montagnes, c'est les Alpes. Alors, les Alpes sont moins difficiles à traverser que les Pyrénées, parce que les Pyrénées sont quasiment
impossible à traverser militairement, mais malgré tout, les Alpes, ça peut former une barrière, et donc ça, c'est un autre enjeu. Donc, vous le voyez, la stratégie de la France, elle se concentre sur les espaces géographiques qui peuvent servir de barrière. Et puis, il y a bien sûr un autre domaine qu'on a vu tout à l'heure, c'est la Flandre. Alors, ce qu'on appelle, alors d'ailleurs, c'est les Flandres, parce que c'est un terme géographique. Alors, les Flandres, ça, il y a une Flandre, une partie française de Flandre, il y a une partie belge, et puis il y a même une partie hollandaise. Alors, donc, à Flandre, c'est un phénomène très global. Alors, comme le dit Carnot, c'est là que l'ennemi, déjà maître d'une portion de notre territoire, donc, vous voyez, comme on l'a vu, c'est à partir de la Flandre que l'ennemi peut être maître du territoire national, eh bien, dirige lui-même la majeure partie de ses forces. On l'a vu, il y a une forte répartition des troupes ennemies en Flandre. D'ailleurs, là, on le revoit. Vous voyez, je reprends. Alors là, j'ai entouré euh, un espace qui est l'espace de la bataille de Fleurus. Et la bataille de Fleurus qui a été livrée en juin 1994, en fait, elle a été la conséquence du siège par la France de la ville de Charleroi. Parce que justement, qu'est-ce que la France allait faire là? Eh bien, là, le but, c'était plus seulement de défendre le territoire français, c'était prendre une ville étrangère qui est au centre, qui est au centre de la puissance ennemie. Et donc, à partir de Charleroi, si la France pouvait conquérir cette place forte, ce qu'elle avait réussi à faire, juste la veille de la bataille de Fleurus, qui avait eu lieu le 26 juin 1994, la France, elle avait réussi à prendre la ville de Charleroi la veille. Eh bien, ça veut donc dire qu'à partir de cette place, la France pouvait menacer, bon, la France pouvait faire en Belgique ce que les troupes autrichiennes et prussiennes avaient fait en France, c'est-à-dire qu'à partir des places qu'elles avaient prises en France, elles pouvaient menacer la France et pénétrer à l'intérieur du territoire français. Souvenez-vous, c'était ce qui s'était passé en 1792. L'armée du duc de Brunswick, elle avait pris des villes françaises, Verdun, Valenciennes, bon, et puis d'autres. Et à partir de ces espaces, elle était pénétrée dans le territoire français. Eh bien là, ce que fait la France, c'est qu'à partir de la prise de Charleroi, il y avait une capacité de pénétration dans le territoire ennemi. Parce que, ça je l'avais déjà dit, on l'avait déjà étudié, une place forte, ça ne sert pas seulement à défendre une frontière. Une place forte, c'est un magasin à partir duquel eh bien, une armée peut lancer une action, peut lancer une campagne. Et donc, ça on l'avait vu, on l'avait beaucoup étudié au premier semestre. Eh bien, là, vous le voyez, la bataille de Fleurus et donc la prise de Charleroi, ça donne à la France une capacité de lancer une campagne à partir de là, et donc de pénétrer plus loin dans le territoire ennemi. Et donc, voilà, c'est ce qui va se passer, c'est que, comme je vous l'avais dit, là, les, euh, la France, elle a réussi à conquérir des espaces dans lesquels elle s'était beaucoup engagée auparavant, mais qu'elle n'avait auparavant au cours du XVIIIe siècle, mais qu'elle n'avait jamais réussi à conquérir. Eh bien, pourquoi elle réussit là à les conquérir? C'est parce qu'elle a désormais une capacité de mobilité qui s'appuie
un, sur le génie, et deux, sur la capacité à gagner des sièges et à prendre des places fortes, et trois, aussi sur le système là d'organisation de la guerre de masse, c'est-à-dire la mobilité qui permet de faire des concentrations d'effectifs. Alors là, dans son action de conquête, la France, elle va mener donc ce que j'appelle des sièges offensifs. C'est-à-dire que là, on a vu jusqu'à présent les sièges qui avaient été faits par la France, c'était des sièges pour reconquérir les villes françaises qui avaient été prises par les ennemis. Eh bien, maintenant, ce qui va beaucoup se passer en 94 et en 95, c'est que la France va faire des sièges de villes ennemies, cette fois, pour les conquérir. Bien, exemple, je l'ai évoqué en introduction, voici le siège de Maastricht. Le siège de Maastricht, qui a été réalisé à la fin 1794, alors, il y a un enjeu très particulier des sièges de villes. Alors, à quoi ça sert? On l'a vu, il y a un premier objectif. Pourquoi prendre les villes ennemies? C'est pour pouvoir, à partir des places fortes qui ont été prises, lancer un régime de mobilité. Mais il y a un autre objectif. C'est que, parce que là, Maastricht, ça ne fait pas partie de la Belgique, ça fait. Donc là, Maastricht, ça permet de faire pression sur les Provinces-Unies. Euh, et alors, pourquoi faire des sièges? Eh bien, alors déjà, il y a les modalités du siège qui s'appliquent à Maastricht. Alors, d'abord, là, ce que vous voyez, là, il y a des batteries qui sont créées. Et alors là, vous voyez là, ce cercle vert là que je viens d'ajouter, ça montre une batterie qui vise la fortification de Maastricht. Mais il y a une autre batterie, vous voyez, que je viens là de souligner à nouveau avec un cercle vert, mais vous voyez que là, les canons de cette batterie, ils ne visent pas la fortification, ils visent le centre de la ville. Donc, ces canons de batterie, ce qu'ils font, c'est qu'ils font du bombardement. Donc, alors, cela dit, le bombardement de Maastricht, il ne va pas se faire de façon très intense. Il va se faire de façon légère. Pourquoi? Eh bien, le bombardement de l'intérieur de la ville de Maastricht, c'est pour jouer un rôle de dissuasion. C'est pour faire peur à la population, mais aussi c'est pour faire que donc la population civile fasse pression sur la garnison pour se rendre, pour arrêter, parce que si la ville est rendue, si elle capitule, eh bien, le bombardement s'arrêtera. Eh bien, mais il y a aussi une autre dimension, c'est que, et ça qui définit les enjeux stratégiques de la guerre que la France va faire dans les Provinces-Unies. Pourquoi la France fait la guerre dans les Provinces-Unies? Eh bien, pas pour conquérir ce territoire, contrairement à la Belgique. La France voulait la conquérir, la Belgique. Mais là, les Provinces-Unies, alors on parle on dit, on définit souvent, on évoque souvent les Provinces-Unies en disant la Hollande. Bon, eh bien, c'est parce que là, ce que veut faire la France, c'est que les Provinces-Unies deviennent une république alliée à la France. Parce que les Provinces-Unies, ça n'était pas vraiment une république. Il n'y avait pas vraiment. Alors, c'était pas vraiment une monarchie. Les Provinces-Unies, ben, comme son nom le dit, c'est des provinces c'était d'ailleurs, qui étaient associées, c'était une sorte de fédération, mais il y avait très peu d'institutions à l'échelle fédérale. Et donc là, c'est transformer les Provinces-Unies en une vraie fédération et donc en faisant une république.
Et donc, c'est ce que l'objectif de la France, c'est faire des Provinces-Unies une république alliée à la République française. Donc, ce n'est pas vraiment une stratégie de conquête, c'est une stratégie là d'association, de coalition. Alors, donc le but, c'est que si on veut que les Provinces-Unies s'allient avec la France, il ne faut pas trop massacrer les populations, il ne faut pas mener une guerre trop violente. Alors, malgré tout, quand on fait une guerre, c'est toujours violent, mais il faut, alors, justement, là, le bombardement limité, c'est pour donner persuasion à la population de Maastricht qu'elle pourrait être menacée par le bombardement français, mais c'est aussi pour alimenter le fait que les républicains de Maastricht, qui sont favorables à l'alliance avec la France. Il y avait une partie de la population des Provinces-Unies qui était républicaine et qui voulait s'allier avec la France. Eh bien, là, ce bombardement limité, ça alimente la perspective que les partisans de la France, eh bien, les civils partisans de la France, interviennent aussi pour forcer la garnison à se rendre. Donc, voyez, faire la guerre aux Provinces-Unies, ça se fait d'une façon quand même limitée pour que la conséquence de cette guerre, c'est que les Provinces-Unies s'allient à la France. Donc, il ne faut pas tout détruire, il faut juste tout simplement dissuader et puis s'appuyer aussi sur l'influence des partisans de l'association avec la France, des républicains. Alors, il y a un autre phénomène, un autre siège, c'est par exemple le siège de Mannheim. Alors là, on est dans la zone rhénale, et là, c'est pareil à la fin de l'année 94. Eh bien, là, la France fait le siège. Eh bien, là, la France, elle veut faire la même façon, la même chose. Alors, pas tout à fait créer une république, mais elle veut conquérir ces espaces. Mais donc, quand la France veut conquérir, quand un pays veut conquérir un espace, il ne faut pas être trop violent parce que une fois que l'espace sera conquis, eh bien, si la population elle a souffert de la violence, eh bien, elle aura du mal à s'insérer, elle aura du mal à accepter la conquête. Donc, il faut quand même toujours, même si le but c'est pas de gagner une coalition avec ces espaces, mais si le but c'est un but de conquête, eh bien, la conquête ne peut pas être trop violente. Une conquête, c'est plus efficace quand on arrive à conquérir une population qui veut bien être soumise aux conquérants. Et donc là, la France, pareil, fait une sommation et dit à la population de Mannheim que la France possède beaucoup de ressources, que la France va les détruire, qu'elle va lancer des bombes, etc., etc. Donc, vous voyez, à nouveau, c'est la dissuasion. Mais voyez la réponse de la garnison de Mannheim à la France, c'est qu'elle dit: nous connaissons vos moyens, messieurs. Là, ils répondent aux Français: nous savons que pour nous réduire, vous n'avez ni 40 000 hommes, ni 150 bouches à feu, mais il vous reste à connaître nos moyens de défense. Bon, ils sont de nature à vous apprendre que nous ne sommes point dans une situation à recevoir vos lois. Donc là, vous voyez, là, la ville de Mannheim a conscience en fait de la stratégie française, qui est la stratégie française, qui est une stratégie de dissuasion et qui ne veut pas être trop violente, qui veut juste dissuader. Mais là, ce que la conscience de la garnison de Mannheim, c'est qu'elle a bien compris que la France s'appuyait sur la dissuasion. Et donc, la dissuasion, c'est un phénomène moral. C'est faire croire que on va détruire quelqu'un. Et là, ils disent: non, vous n'avez pas les moyens de nous détruire. Et donc, nous,
on va s'engager à fond contre vous. Donc là, vous voyez, la population n'est pas convaincue par la stratégie de guerre de siège de la France, mais ça souligne bien le fait que les sièges menés par la France ne sont pas très intenses, mais ils sont surtout dissuasifs. Alors, malgré tout, pour être dissuasif, il faut quand même engager quand même beaucoup de ressources et beaucoup de force, mais il ne faut pas les user de façon trop violente. Euh, voilà. Et donc, il y a eu aussi à Mannheim un petit bombardement, mais très limité. Donc, la France, non seulement elle veut conquérir, mais elle veut aussi séduire les populations qu'elle veut conquérir ou qu'elle veut euh, associer à sa coalition. Alors, ça va alimenter deux types de résultats. Il y a des espaces qui vont être conquis et des espaces qui vont être révolutionnés. Voilà ce qu'on veut. Alors, ce qu'on voit. Alors, ça, cette carte, on va s'intéresser seulement sur la période 1794-1797. Alors, vous le voyez, la France, elle est couleur jaune pâle, hein, c'est couleur beige, en 1792. Alors, en jaune, là, vous voyez, il y a l'espace du Rhin, voyez, voyez à l'est de la Belgique, hein, eh bien, ça, c'est l'espace rhénal qui a été conquis par la France. Et en 1795, il va y avoir un traité qui va être signé, qui va être accordé à la France par la Prusse, parce que la Prusse, elle possédait des espaces rénaux. Eh bien, la Prusse va accorder le traité du Bâle, le traité de Bâle, Bâle, hein, B-A-L-E, et elle va accorder à la France les espaces de la rive gauche du Rhin qui ont été conquis par la France en 1795, hein, le traité de Bâle. Donc là, la France, elle a conquis cet espace. Et alors, cela dit, on va le voir maintenant, il y a aussi des espaces qui sont conquis par la France, mais qui seront reconnus seulement par le traité de Campo Formio en 1797, par exemple, la Belgique. Et puis, on va le voir aussi en 1797, le traité de Campo Formio qui met fin à la campagne d'Italie, eh bien, il va aussi créer des républiques qui vont entrer en coalition avec la France. Alors, cela dit, en 1795 aussi, la France, elle a réussi à conquérir les Provinces-Unies, mais alors, elle a réussi, pardon, non pas à conquérir, mais elle a réussi à pénétrer dans le territoire des Provinces-Unies. Elle a pris plusieurs villes. On a vu, elle a réussi à prendre la ville de Maastricht, par exemple. Et en fait, donc, cette pénétration sur le territoire des Provinces-Unies, ça va alimenter la création de la République batave, c'est-à-dire que les Provinces-Unies deviennent une république en 1795, une république qui va devenir alliée à la France. Donc, et on va le voir à la suite de la campagne d'Italie, eh bien, il y a des républiques comme ça qui vont être créées en Italie. Alors, c'est ce que nous allons voir maintenant, la campagne d'Italie. Alors, c'est la campagne qui est menée par Bonaparte. Alors, on va voir pourquoi elle est menée et après, on verra comment elle est menée. Alors, d'abord, pourquoi? C'est ce qu'on va voir, la situation stratégique. Alors, là, c'est la situation au début de l'année 96. Au début de l'année 96, alors vous voyez là les cercles bleus, ça montre la répartition des armées françaises. Les armées françaises, elles se concentrent quand même beaucoup. Alors, ces cercles, ils ne donnent pas l'effectif. Hein. C'est seulement si
c'est seulement préciser, ce n'est pas l'ampleur du cercle qui donne l'effectif. Alors, voyez par exemple, au nord-est, hein, c'est l'armée de Sambre-et-Meuse, eh bien, elle est composée de 78 000 hommes. Ensuite, l'armée à l'est, qui s'engage dans l'espace rhénal, elle est composée de 79 500 hommes. Ensuite, en dessous, là, vous voyez, sur les Alpes, eh bien, l'armée des Alpes, c'est 18 000 hommes, et l'armée d'Italie, commandée par Bonaparte, c'est 58 000 hommes. Donc, vous voyez que dans l'espace des Alpes et d'Italie, les effectifs sont limités. Pourquoi? Parce que ce qui concentre l'intérêt de la France, bien on l'a vu, c'est attaquer. Alors, en 95, on l'a vu, la France, elle avait réussi à conquérir l'espace belge, mais ça n'a pas été encore reconnu. Hein, l'espace belge n'a pas encore été officiellement attribué à la France. La France l'a conquis, mais ça n'est pas encore reconnu par le droit international. Et alors, la France, elle a conquis quand même la rive gauche du Rhin, mais en 95, elle a franchi le Rhin pour pénétrer dans le territoire germanique, parce que le but, là, désormais, à partir de 1795, ça n'est plus seulement de conquérir des territoires et de défendre le territoire français, le but, c'est aussi de remporter cette guerre. Et pour remporter cette guerre, là, désormais, eh bien, ça s'alimente sur une stratégie offensive. Donc, le but de la France, c'est de pénétrer plus en profondeur sur le territoire germain. Mais là, le problème, c'est que lorsque l'armée française franchit le Reims et pénètre dans le territoire germanique, eh bien, elle n'arrive pas à gagner la guerre. Et là, elle subit même des défaites, hein, parce que l'armée autrichienne, surtout, parce que c'est l'armée autrichienne là, hein, parce qu'il y a eu le traité de Bâle qui a fait la paix entre la France et la Prusse, donc là c'est l'armée autrichienne, eh bien elle est quand même plus intense, plus nombreuse que l'armée française. Donc l'armée française n'arrive pas à vaincre l'armée autrichienne. C'est la raison pour laquelle, eh bien, y a une stratégie qui est modifiée, c'est que là, eh bien, alors là, il y a un nouveau régime politique, c'est le régime du directoire, hein, ça n'est plus la convention, c'est le directoire. Hein. Eh bien, le directoire, là, donne l'ordre à Bonaparte de pénétrer en Italie. Pourquoi? Quel est le but? Le but, ça n'est pas de conquérir l'Italie. Le but, c'est de pénétrer en Italie parce qu'il y a un certain nombre d'espaces italiens qui sont sous l'autorité autrichienne. Et puis, par ailleurs, là, si la France arrive à pénétrer en Italie, elle a aussi une capacité à pénétrer en Autriche. Bon, par exemple, si la France arrive à pénétrer dans le nord d'Italie, eh bien, ensuite, elle pourra pénétrer en Autriche et même attaquer la capitale autrichienne de Vienne. Hein. Donc, parce que l'Italie, elle est plus proche de Vienne que la France. Donc, et puis, il y a aussi un autre objectif, c'est que si l'armée française pénètre en Italie, eh bien, l'Autriche, justement, pour éviter d'être envahie, elle va concentrer ses armées en Italie et donc elle va d'ailleurs limiter ses effectifs qui sont dans les espaces rhénaux. Et donc, à ce moment-là, la France, elle aura la capacité à pénétrer dans l'espace rhénal. Donc, en fait, pourquoi la France va en Italie? Eh bien, la France va en Italie pour forcer l'Autriche à y envoyer beaucoup de soldats et donc
pour limiter les ressources qu'elle a placées dans les espaces rénaux. Donc, le principal objectif de la campagne d'Italie, c'est de pénétrer dans l'espace rénal à l'intérieur du domaine germanique. Hein. Donc, le but, ça n'est pas de conquérir l'Italie. Alors, là, voilà les enjeux stratégiques. Alors, là, ça fait 1 heure que je parle, mais donc là, comme j'enregistre ce cours sur ma chaîne YouTube, eh bien, je vais parler un petit peu plus qu'1 heure. Et donc là, je continue jusqu'à la fin. Et donc, je terminerai ce cours dans une petite quinzaine de minutes. Alors, là, ce que nous allons voir, c'est que justement, Bonaparte, il va créer un système de mobilité en Italie qui est tout à fait inédit. Parce que, auparavant, on l'a vu, la mobilité française, elle s'appuyait beaucoup sur la capture de places fortes. C'est à partir donc de places fortes que il y avait des campagnes qui pouvaient être menées en s'appuyant sur ces magasins. Or, le problème, c'est que en Italie, eh bien, la France n'a pas beaucoup de... D'abord, et puis aussi, il y avait un autre régime de mobilité, on l'a vu, c'est le régime de la guerre de masse, c'est-à-dire, c'est créer une mobilité des troupes pour qu'elles puissent se concentrer dans certains domaines. Or, le problème, c'est que l'Italie, on l'a vu, c'est une stratégie secondaire. L'Italie, ça n'est pas le but principal. Donc, la France envoie en Italie des ressources très limitées. On l'a vu, l'armée de Bonaparte a des effectifs limités. Et donc, c'est juste pour faire une stratégie secondaire. Alors, comme Bonaparte, il a des ressources limitées, il ne peut pas capturer des grandes villes, il ne peut pas faire des grandes guerres de siège. Bon, par exemple, il n'a pas beaucoup d'artillerie pour faire la guerre de siège. Donc, son but, c'est de pénétrer dans le territoire italien, mais de rester toujours en mobilité. Et le but, c'est de pénétrer dans le territoire italien, mais pas de le conquérir. Alors, d'ailleurs, vous voyez, il fait cette proclamation à l'armée d'Italie du 27 mars 1793. Il dit: Soldats, vous êtes nus, mal nourris, le gouvernement vous doit beaucoup, il ne peut rien vous donner. Votre patience, le courage que vous montrez au milieu de ces roches sont admirables, mais ils ne vous procurent aucune gloire, aucun éclat ne rejaillit sur vous. Je veux vous conduire dans les plus fertiles plaines du monde, de riches provinces, de grandes villes seront en votre pouvoir, vous y trouverez honneur, gloire et richesse. Soldats d'Italie, manqueriez-vous de courage ou de constance? Alors, que dit Bonaparte? Bonaparte dit à ses soldats qu'ils n'ont pas beaucoup de ressources. Alors, quand il dit vous êtes nus et mal nourris, bon, c'est pas. Alors, bon, c'est ironique, hein, ils sont pas tout nus. Hein. Bon, mais c'est juste une façon de dire qu'ils n'ont pas beaucoup de ressources parce qu'ils n'ont pas aussi beaucoup de ressources d'artillerie, etc. Alors, là, il essaye de les convaincre de quand même, malgré tout, de combattre beaucoup et de. Alors, et il dit, vous allez, vous allez prendre sur place de riches provinces, de grandes villes seront en votre pouvoir. Alors, effectivement, là, il y a des villes qui vont être prises, mais pas des places fortes, parce que toutes les villes ne sont pas fortifiées en Italie. Hein. Donc, en fait, là, Bonaparte, finalement, comme il ne peut pas s'appuyer sur des bases
sur des places fortes qui sont des magasins. Eh bien, en fait, il dit à son armée comment son armée va se nourrir, comment elle va trouver des ressources. Eh bien, ces ressources alimentaires, ces armes, ces munitions ne lui seront pas fournies à partir d'un magasin qui serait la base, à partir de magasins qui seraient les bases de cette campagne. Eh bien, son armée, elle va se nourrir sur place. Eh bien, ça, c'est un nouveau régime, vous voyez, de mobilité. Le régime de mobilité ne s'appuie pas sur des places fortes qui sont des magasins, c'est un régime de mobilité qui s'applique sur la perception. Alors, ce n'est pas vraiment du pillage, mais sur la capacité à recueillir, lorsque l'armée arrive dans un espace, à y recueillir des ressources. Alors, notamment des ressources financières qui vont être négociées aussi avec des banquiers locaux. Donc, là, vous voyez, ce qui alimente la mobilité dans un espace, c'est cet espace. Et ça n'est pas une place forte qui sert de magasin. Alors, par ailleurs, il y a un autre facteur qui va alimenter ce régime de mobilité. C'est qu'il y a une grande dispersion des troupes. Là, ce que vous voyez. Alors, la France, elle s'affronte à deux armées. L'armée autrichienne, alors vous voyez là, l'armée autrichienne, elle est représentée par des rectangles blancs, et l'armée aussi du Piémont-Sardaigne. Vous savez, c'est une monarchie qui s'appuie sur le Piémont et sur la Sardaigne. Et cette armée du Piémont-Sardaigne, elle a aussi un objectif d'unification de l'Italie, et puis elle possède des territoires dans l'espace qui est pénétré par la France. Et donc, l'armée du Piémont-Sardaigne, vous voyez, elle est représentée en rouge, et l'armée française, elle est représentée en bleu. Eh bien, vous voyez, ces armées, elles sont très dispersées. Alors, d'ailleurs, il y a même là, c'est à peu près la même carte, mais qui précise les effectifs. Alors, l'armée, elle est dispersée en divisions et même parfois en brigades. Et donc là, vous voyez les rectangles. Vous avez des rectangles qui représentent des divisions ou des brigades, et ces rectangles, ça représente quelques milliers d'hommes. Autour, en général, je dirais en moyenne, un rectangle noir du côté français, et même aussi un rectangle orange du côté autrichien ou du côté Piémont-Sardaigne, ça représente donc à peu près 5000 hommes. Donc, vous voyez, c'est des petits groupes. Et donc, cette armée, elle se diffuse, elle se répartit. Alors, ce que va faire la France, c'est le but, ça n'est pas de livrer une bataille décisive dans laquelle tous les hommes seraient concentrés, et aussi ne pas concentrer tous les hommes pour faire des sièges importants. Et donc, tout au cours de l'année 96, eh bien, va y avoir des petits combats, des petits sièges, et parce que l'armée va être très dispersée. Et d'ailleurs, c'est le bilan que va faire Bonaparte un mois après sa proclamation. Là, il dit: soldats, vous avez en 15 jours remporté la victoire, pris 21 drapeaux, 55 pièces de canon, plusieurs places fortes, conquis la partie la plus riche du Piémont. Vous avez fait 15 000 prisonniers, tués ou blessés, près de 10 000 hommes. Alors, ce qu'il dit, c'est que, alors, il dit: vous avez pris plusieurs places fortes, mais c'était vraiment des toutes petites places fortes. Hein. C'était pas vraiment, par exemple, ça n'avait rien à voir avec Maastricht, qui était une place forte très, très puissante. Et aussi, il dit, en gros, il dit: vous avez pris des pièces de canon. Hein, donc, ça veut dire qu'ils ont réussi à conquérir des ressources, hein, sur place. Et c'est des actions qui ont été
très dispersée. Et par ailleurs, comme il y avait finalement pas une bonne, du côté des ennemis de la France, entre l'Autriche et l'armée du Piémont-Sardaigne, eh bien, l'Autriche et l'armée du Piémont-Sardaigne, alors ils étaient coalisés, mais ils ne s'entendaient pas très très bien. Et ils se combinaient pas très bien. Et donc, en fait, ce que faisait la France et ce qu'a fait Bonaparte, c'est qu'il ne voulait pas faire une bataille générale face à la coalition. Il ne voulait pas affronter, parce que si la France, elle avait amené une armée qui aurait regroupé toutes les ressources autrichiennes et toutes les ressources du Piémont-Sardaigne, eh bien là, la France, elle aurait été en infériorité numérique. Et donc, en fait, la France, elle a intérêt à maintenir la dispersion, à tenir compte de la dispersion, et elle mène des actions sur des parties ponctuelles des armées ennemies. Et le but, ça n'est pas de faire une bataille décisive. Alors, malgré tout, c'est ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de l'année 96, la France, quand même, ben là, comme le fait ce bilan Bonaparte le 26 avril, eh bien, en fin 96, Bonaparte, il a remporté beaucoup de petites victoires, mais quasiment, en fait, aucune bataille. Hein. Une bataille, c'est un phénomène global. Hein. Et donc, là, ce qu'il a mené, c'est juste des combats, c'est-à-dire des mini-batailles. Hein. Alors, et des mini-sièges. Alors, malgré tout, comme il a remporté toutes ces victoires, eh bien, à la fin de l'année 96, il a quand même réussi à répartir, à diffuser son armée dans toute la partie du nord de l'Italie. Alors, à un moment, justement, la Bonaparte, il décide de changer de stratégie. C'est-à-dire que initialement, souvenez-vous, hein, le but, c'était de forcer l'Autriche à retirer des troupes de l'espace du Rhin pour les envoyer en Italie. Et à ce moment-là, l'armée française qui était dans l'espace du Rhin, elle aurait pu se retrouver en situation de supériorité numérique. Mais là, en fait, Bonaparte, lui, ce qui se passe, c'est que initialement, la stratégie qui lui avait été attribuée, eh bien, il va la changer. Il va mener la campagne d'Italie, alors non pas conformément aux ordres qui lui étaient donnés par le directoire, mais c'est lui qui va devenir le chef de la stratégie de son armée, alors qu'il n'est que général. Ce n'est pas le général d'une armée qui définit la stratégie. Le général doit appliquer une stratégie qui est définie par le pouvoir politique. Eh bien, là, Bonaparte, lui, c'est lui qui définit une nouvelle stratégie. Alors, la nouvelle stratégie que Bonaparte définit, eh bien, ça devient, comme il a remporté des victoires, là, comme il avait constaté en avril, mais d'ailleurs, il continue cette logique jusqu'à la fin de l'année 96, eh bien là, Bonaparte se dit que, comme il a remporté beaucoup de victoires et il a fait des conquêtes, eh bien, il va pouvoir conquérir le nord de l'Italie. Et donc là, son objectif, ça n'est plus de pénétrer éventuellement en Autriche, ça n'est plus de faire en sorte que l'Autriche retire des troupes de l'espace rhénal pour les envoyer en Italie. Son objectif, ça devient, lui, de conquérir l'Italie. Alors, pas vraiment de l'annexer totalement à la France, mais enfin quand même vraiment d'implanter sa domination en Italie. Alors, notamment, ce qu'il fait pour obtenir ça, il fait le siège. Là, cette fois, il commence un grand siège. C'est le siège de la ville de Mantoue, parce que l'armée autrichienne, elle avait concentré beaucoup de ses ressources à Mantoue. Et donc là, Bonaparte pense que, eh bien, s'il prend Mantoue,
eh bien, il ferait la même chose que ce qui s'était passé en Belgique par la prise de Charleroi et la bataille de Fleurus, c'est-à-dire s'appuyer sur une grande place forte pour, pour implanter la domination dans un espace. Donc là, vous voyez, Bonaparte, il veut changer son régime de pénétration sur le territoire italien pour en faire un régime de conquête. Et là, il fait un grand siège, le siège de la bataille de Mantoue, le siège, pardon, de la ville de Mantoue. Mais justement, l'Autriche va envoyer une armée pour attaquer l'armée de Bonaparte qui fait le siège de Mantoue. Et à ce moment-là, Bonaparte va se retourner sur l'armée autrichienne qui lui est envoyée et il va livrer une bataille. Eh bien, en gros, le scénario de la prise de Charleroi et de la bataille de Fleurus eh bien, va se reproduire là à Mantoue et une bataille qui s'appelle la bataille de Rivoli et qui va être menée le 13 et le 14 janvier 1797 et qui va être remportée par l'armée de Bonaparte. Et donc, comme Bonaparte va remporter la bataille de Rivoli, eh bien, il va ensuite pouvoir conquérir la ville de Mantoue qui va se rendre parce que l'armée qui avait été envoyée pour sauver cette ville, elle avait été vaincue à Rivoli. Donc, Bonaparte, il va réussir à prendre la ville de Mantoue et donc, à partir de là, eh bien, il va négocier un traité de paix parce que désormais, Bonaparte fait une négociation avec l'Autriche pour répartir entre l'Autriche et entre la France des espaces italiens. Et c'est ce qui va se passer avec le traité de Campo Formio, qui va être le traité de paix, qui va mettre fin, donc en 97, qui va mettre fin à la guerre de la première coalition. Alors, le traité de Campo Formio, c'est une guerre, un traité, alors, qui se concentre beaucoup sur la négociation entre la France et l'Autriche. Alors, ce que le traité de Campo Formio va faire, c'est reconnaître à la France eh bien, et ça c'est Bonaparte qui va le mener, hein, le traitement, la négociation de ce traité de paix. Alors, par exemple, le traité de Campo Formio va attribuer à la France la domination de la Belgique. Donc la Belgique, ça va devenir des départements français. Et par ailleurs, il y a d'autres espaces qui sont aussi attribués à la France, notamment une partie de la Savoie. Bon, donc, mais par ailleurs, il y a un autre phénomène qui est, c'est un petit peu la même chose qui s'était passé aux Provinces-Unies, c'est qu'il y a la création de la reconnaissance. Alors, il y a une république qui avait été créée avant le traité, mais qui est reconnue par le traité, c'est la République cisalpine que vous voyez là au nord-est de la République. Alors, cette carte, elle est, elle est écrite en anglais, donc hein, là, c'est la Cisalpine Republic. Et donc, le traité de Campo Formio reconnaît la République cisalpine. Alors, la République cisalpine, elle est créée à partir de plusieurs espaces italiens qui ne formaient pas auparavant une république. Donc, il y a la création d'un nouvel État, cette République cisalpine. Il y a un autre État qui est créé, c'est la République ligurienne. Donc, c'est la Ligurie, hein, vous le voyez, juste en dessous le Piémont, hein, au sud du Piémont. Et bien pareil, là, alors là, cet écran, il est créé par cet espace, il est créé par le traité de Campo Formio. Et donc, la République cisalpine et la République
liguriennes qui sont créées, eh bien, elles ont une tendance d'alliance avec la France. Mais par ailleurs, ce que la France reconnaît au traité de Campo Formio, c'est aussi l'attribution de certains espaces italiens à l'Autriche. Bon, par exemple, il y avait la République de Venise. Venise, c'était un État indépendant. Eh bien, Venise, à ce moment-là, devient un État qui est placé sous l'autorité autrichienne. Donc, vous voyez, le traité de Campo Formio attribue des avantages à la France, quand même beaucoup d'avantages à la France, mais quelques petits avantages, enfin un petit avantage à l'Autriche, parce que quand même la plupart des avantages qui en sont attribués à la France, c'est des territoires qui ont été retirés de l'Autriche, notamment la Belgique. Donc là, conclusion, vous le voyez, la France, elle a réussi à faire des conquêtes, elle a réussi aussi à produire la création de républiques qui vont devenir ses alliés, la République batave, la République ligurienne et la République cisalpine, donc en Italie. Eh bien, ça, c'est une stratégie nouvelle, puisque donc là, c'est l'alliance entre des républiques, ça c'est la dimension politique, mais aussi la dimension géostratégique. Et donc, là, la France, elle a réussi à pénétrer, à conquérir des territoires dans lesquels elle s'était beaucoup investie dans le siècle précédent. Voilà, tout au long du XVIIIe siècle, il y avait eu des batailles dans l'espace belge, et puis aussi dans l'espace rhénal. Bon, et bien là, elle a réussi à pénétrer dans ces espaces, mais elle a aussi réussi à pénétrer là de façon totalement inédite et de façon très mobile en Italie. Et donc, vous voyez, ce qui alimente là, cette transformation, voyez, de la géostratégie européenne, vous voyez, le territoire européen, il est changé maintenant. Le territoire italien, il est changé. Le territoire germanique de l'Empire autrichien, il est modifié. Et puis, les territoires, ils sont aussi modifiés politiquement, puisque certains deviennent des républiques. Donc, ce que la France a réussi, comment la France a réussi à faire ça? Eh bien, elle a réussi à faire ça en s'appuyant sur l'efficacité de son armée et sur l'efficacité de cette mobilité qui a consisté à gérer de façon très efficace les effectifs militaires. Les effectifs, eh bien, c'est le principe, la gestion des effectifs, c'est le principe, là je dirais que finalement, la conclusion de la conclusion, c'est qu'est-ce qui résume totalement tout ce système, c'est ce que je disais, et c'est ce que Grimoire avait souligné dans son ouvrage en 1808, c'est la guerre de masse. La guerre de masse, c'est pouvoir mener des actions alors que la France était dans une situation d'infériorité numérique, mais c'est pouvoir mener des actions ponctuelles en supériorité numérique. Alors qu'à l'échelle globale, la France était en infériorité numérique, mais à l'échelle ponctuelle, elle arrivait à se trouver dans une bataille, dans un siège, etc., et parfois dans une campagne, elle arrivait à être en supériorité numérique grâce au régime de mobilité de son armée. C'est ça le principe de la guerre de masse. Donc, le résultat de cette guerre révolutionnaire
de la première coalition 1792-1797, c'est le résultat de la guerre de masse. Voilà, donc nous verrons ensuite maintenant comment le régime de mobilité à l'époque napoléonienne va se développer de façon différente. Alors, ça sera ni le régime de mobilité qui s'était implanté en 94 dans le système de Carnot, ni le régime de mobilité qui s'était implanté en Italie, dans la campagne d'Italie. Ce que Bonaparte, lorsqu'il deviendra l'empereur Napoléon, il va créer un nouveau régime de mobilité qu'on va voir de façon particulière dans les prochains cours. Voilà, au revoir, c'est terminé.